Professeur Bahram Bodaghi va nous parler des vasculites, du traitement laser des vasculites rétiniennes. Alors, professeur Bodaghi, secrétaire général de la Société française d'ophtalmologie, qui a eu beaucoup de travail le week-end dernier avec la ISFO. Alors moi, tu me permets, comme ancien collègue de la Pitié-Salpêtrière, je suis content d'avoir notre collègue, le chef de service d'ophtalmologie de la Pitié, et merci d'être là et de continuer le travail ensemble avec l'Académie. Merci. Absolument. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général et bien sûr Monsieur le Professeur Mourou. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors j'ai la difficile mission de terminer cet extraordinaire après-midi que tu as si bien organisé, mon cher Jean-Pierre. Et je vais aller maintenant sur la rétine, Monsieur Mourou. Et effectivement, là, on fait beaucoup de destruction parce que le laser, je ne vais pas vous étonner pour vous dire qu'on n'est pas dans l'innovation, mais on est plutôt dans la destruction des lésions rétiniennes parce que sinon, les lésions vont provoquer de l'ischémie, de la néovascularisation, de l'hémorragie intravitréenne et on peut perdre l'œil par un glaucome néovasculaire. Donc, ces lasers qui sont utilisés sont des lasers argon qui sont connus depuis plus de 60 ans, qui ont été décrits les premiers, utilisés les premiers, et pour lesquels on a le plus peut-être de données de sécurité qui vous ont été déjà un peu présentées par ma collègue, le professeur Dott. Nous, ce qui nous préoccupe, ce sont les maladies inflammatoires, les maladies infectieuses, avec donc des lésions rétiniennes qui vont faire suite à des occlusions vasculaires. Et leur prise en charge, de plus en plus, on essaye d'éviter le laser. Finalement, on arrive un peu au bout du spectre où on ne veut pas endommager la rétine et on essaye d'utiliser d'autres moyens thérapeutiques que sont les anti-VEGF, le traitement de ces inflammations et de ces infections. Et donc, en quelques minutes, je vais juste vous montrer un panorama des lésions qu'on peut observer. J'ai eu par l'intermédiaire du président du syndicat des ophtalmologistes, Thierry Bourrière, les chiffres de 2021. Qui montre que le laser arrive juste après la chirurgie de la cataracte comme procédure et comme intervention. On voit bien que la chirurgie maintenant c'est aussi de l'interventionnel et donc on fait de l'interventionnel grâce au laser avec des chiffres qui arrivent juste derrière la cataracte. En premier, l'ouverture de la capsule du cristallin au laseriaque, ça c'est le premier geste qui arrive, et ensuite l'ensemble des lasers sur la rétine, en particulier pour la rétinopathie diabétique. Alors moi je ne vais pas parler de la rétinopathie diabétique, mais je vais prendre sous l'angle des inflammations et infections oculaires. Alors ici, bon, c'était juste pour vous montrer le laser multispot que l'on utilise de plus en plus, qui permet de délivrer. Alors on est plutôt dans du microseconde, là, je suis désolé, on est très très lent. Mais ça nous permet de délivrer à peu près une soixantaine de spots en moins d'un milliseconde, et ça nous permet d'avoir un effet moins douloureux chez les patients quand on lasérise la rétine. Voici ici le multispot que vous pouvez voir au niveau de la rétine, délivré avec donc une photocoagulation qui se fait assez facilement, de façon assez classique. Alors là, on n'est pas au niveau chirurgical, on est plutôt en consultation. Ce sont des gestes qui sont réalisés en consultation, contrairement à ce que l'on peut voir aussi en chirurgie, du segment postérieur. Si j'arrive à passer la diapo suivante, où on va avoir effectivement, au moment de la chirurgie du segment postérieur, là on a la sonde laser qui va être à l'intérieur de l'œil, vous voyez, avec l'éclairage d'abord, et la sonde laser qui va arriver et qui va délivrer, là aussi, des impacts de laser argon au niveau de la rétine, sur des zones qui sont, alors c'est utilisé surtout au moment de la chirurgie du décollement de rétine, mais aussi sur des cas qui sont des cas d'inflammation ou d'infection, comme ici une toxoplasmose avec une ischémie périphérique, des risques de décollement de rétine. On vient renforcer, par la photocoagulation au laser de la rétine, on vient renforcer cette rétine pour qu'elle ne se décolle pas une fois qu'on a fait notre vitrectomie, et donc on diminue les complications qui peuvent avoir lieu après cette
cette chirurgie. Donc voilà deux exemples de laser que je voulais vous montrer. Pour les vasculites, alors rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais avec les causes qui peuvent être infectieuses ou pas, des maladies qui sont ophtalmologiques pour les non-infectieuses, ou alors des vasculites idiopathiques, des maladies systémiques dans un quart des cas qui peuvent être associées, comme ici la maladie de Behçet, la sarcoïdose ou la sclérose en plaques, et puis les vasculites iatrogènes qu'on voit de plus en plus. Je vais vous en parler un petit peu. Selon le type de vaisseau qui est atteint, on va avoir une suspicion sur telle ou telle pathologie, on va lancer un bilan diagnostique avec maintenant, donc je vais vous montrer un diaporama de quelques affections, notamment là, ce qui n'est pas une vasculite vraie, c'est un lymphome oculaire avec un vaisseau ici que vous voyez qui n'est plus qui est obtus et qui est occlus et qui va être en rapport avec ce lymphome oculaire. Il faut faire le diagnostic très vite parce que le pronostic n'est pas uniquement visuel. Ici, vous avez une nécrose virale circonférentielle avec des vaisseaux artériels qui sont blancs, il n'y a plus de circulation. Et ici, vous avez ce qu'on appelle une angéite givrée. Dans tous ces cas, on a des phénomènes ischémiques qui nécessitent donc une photocoagulation au laser. Bien sûr, dans le cadre de la tuberculose, on a ce qu'on appelle la maladie de Hills. Vous voyez ici, tout ce qui est noir n'est plus vascularisé. C'est ça qui va se compliquer en néovascularisation et en décollement de rétine avec hémorragie rétinienne. Et donc, vous voyez les impacts de laser qui viennent détruire ces zones d'ischémie et qui vont éviter qu'il y ait ces complications ultérieures. Voilà des vasculites très étendues qui sont dramatiques pour les patients avec une perte de vue qui est bien sûr très rapide et où le laser va nous aider. Ici, des atteintes vasculaires un peu moins sévères et diffuses, mais avec une ischémie maculaire associée au centre, comme vous pouvez le voir, des deux côtés, dans le cadre d'une maladie de Behçet. Et donc là, c'est le traitement médical aussi de la maladie de Behçet qui a beaucoup transformé le pronostic, mais on peut quand même observer dans certains cas ici des foyers néovasculaires liés à l'ischémie où on va là aussi renforcer la photocoagulation au laser qui permet de faire disparaître ces zones de néovascularisation. Des vascularites beaucoup plus graves, granulomateuses dans le cadre de la sarcoïdose ici par exemple, comme vous pouvez le constater, que l'on va traiter médicalement et où le laser va venir nous aider par la suite. Une maladie relativement rare qui associe vascularite, neurorétinite et anévrisme artériel rétinien. Comme vous pouvez le voir ici, c'est le syndrome d'Irvan, avec une ischémie majeure en périphérie qu'on va, là aussi vous voyez bien, photocoaguler au laser de façon très étendue qui va nous permettre de diminuer ces exsudats jaunâtres que vous avez vus et qui provoquaient une baisse visuelle chez une jeune fille de 11 ans. Voilà, après 10 ans de suivi, vous voyez, malheureusement, alors c'est du laser, c'est de la rétine détruite, mais par contre au centre on garde quand même une acuité visuelle, heureusement, qui est bilatérale et qui lui permet d'avoir une vie quasi normale. Un autre syndrome assez connu, le Susak syndrome, avec des vasculites, ici vous voyez des occlusions vasculaires, ça donne aussi des surdités et des atteintes au niveau cérébral. Là aussi il faut agir très vite avec des patients qu'on hospitalise pour de la corticothérapie et des agents biologiques. Ici, un lupus érythémateux avec un décollement de rétine, une ischémie qui est majeure. Là, il faut bien sûr aller aussi à la chirurgie et lasériser les zones d'ischémie. Vous voyez déjà les néovaisseaux qui sont très présents et qui vont saigner avec une hémorragie intravitréenne associée. Ici, une vasculite très importante chez quelqu'un, une quinzaine de jours après le vaccin anti-Covid. Alors, je ne fais pas du tout de relation, mais c'est toujours chez quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, c'est toujours un peu difficile de ne pas en tenir compte. Et enfin, l'utilisation du laser, là, c'est un verre que vous voyez au niveau de la rétine. Je vais vous montrer, c'est un syndrome assez particulier de larva migrans. Avec un verre que vous pouvez constater ici. Quand on regarde bien, on arrive à le trouver. Et là, tout de suite, quand on voit le verre, il faut tout de suite faire du laser autour si on ne veut pas qu'il s'en aille. Et vous voyez ici, donc c'est une autre indication du laser argon qui permet donc de photocoaguler et donc venir à bout de ce cas.
Voilà, et il y a d'autres publications un peu plus récentes qui vous montrent même le verre ici en OCT en géographie avec la photocoagulation au laser. Enfin, le laser peut être utilisé quand on a des problèmes iatrogènes après utilisation de certains médicaments. On peut utiliser le laser quand on a des occlusions veineuses qui peuvent être là aussi dramatiques ou des occlusions artérielles avec ischémie associée. En conclusion, donc ce sont des atteintes, toutes ces maladies, j'ai essayé de vous faire un panorama rapide, des atteintes potentiellement sévères, sources de complications et de cécité. Le bilan pour nous est très important avec une imagerie multimodale qui nous aide beaucoup. Le traitement est adapté à la sévérité de l'atteinte et à ses complications. Et le laser, on essaye de le réserver vraiment aux situations les plus graves, avec les ischémies les plus sévères, pour essayer d'éviter les complications et notamment la cécité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bahram. Est-ce qu'il y a des questions? Là, on a vu vraiment de la pathologie lourde, inflammatoire, et on a vu le laser qui sauve, dans ce cas-là. On avait vu avant le laser qui détruisait. Encore un peu avant, on avait vu le laser qui aidait à la chirurgie, ou le laser qui réparait, ou le laser qui corrigeait. On a vu un grand éventail des applications. Toutes les possibilités avec le laser. Multiples, et je pense que cet éventail était particulièrement riche, et j'espère que vous l'avez apprécié. Oui, Pascal Richman, notre vice-président. Merci pour votre communication qui était limpide et encore merci pour votre concision. C'est une question plus générale à nos collègues ophtalmo. Dans l'épidémiologie, on n'a peut-être pas eu beaucoup de temps de faire d'épidémiologie, mais pour en revenir non pas aux accidents aigus que vous évoquiez, madame, mais à la surexposition aux lumières des écrans, particulièrement de nos enfants, est-ce que c'est en train de modifier votre épidémiologie? Alors c'est une question de béotien, sans doute un peu bateau pour vous, mais en deux mots, par rapport aux différentes pathologies ou ça va nous faire basculer, je pense, vers la myopie. La lumière bleue. Et là, ça va peut-être faire l'objet d'une après-midi entière sur la myopie. Mais ça reste un problème extrêmement important, notamment en Asie, où on arrive à des fréquences de myopie dans la plus jeune population autour de 85-90%. Le fait d'être sur écran et de ne pas sortir, parce que c'est vraiment les deux choses qui sont les facteurs de risque principaux. Donc on essaye d'éviter le plus possible en France encore, mais le taux est en augmentation et ça reste une maladie. Oui, donc on n'est pas loin d'un problème de santé publique, pour revenir à la question que je posais tout à l'heure. C'est un problème de santé publique. C'est un sujet très très complexe. Alors c'est le sujet de la lumière bleue. Et c'est un sujet qui est très complexe parce qu'il y a plusieurs manières de rentrer dans le sujet et il y a aussi des connotations commerciales puisque, effectivement, si on admet l'idée que ce serait forcément toujours toxique de regarder un écran et de la lumière bleue, il faudrait théoriquement avoir tous des lunettes protectrices parce que la lumière bleue, il y en a partout. Alors, il y a plusieurs points d'entrée. Il y a les LED. Les LED d'éclairage. Les LED des écrans sont très très faible intensité. On peut considérer que ça peut créer une fatigue visuelle, mais probablement pas beaucoup plus. En revanche, les LED d'éclairage sont très riches en lumière bleue, puisque c'est une lumière qui n'est pas équilibrée, c'est du bleu qui est masqué par une autre longueur d'onde. C'est du bleu avec du jaune, alors que dans le soleil, il y a énormément de lumière bleue, beaucoup plus en intensité, mais comme elle est diluée avec toutes les autres longueurs d'onde du spectre, finalement, le bleu se retrouve au milieu du reste. Donc il y a effectivement une problématique qui a été largement abordée par les autorités et donc il y a quand même une tendance à la réduction des intensités et des conseils même donnés par les industriels de ne pas regarder les sources lumineuses, en particulier quand elles sont à base de LED, c'est-à-dire à peu près toutes. Donc ça, c'est un aspect de potentielle toxicité qui n'est pas absolument prouvé, mais qui quand même expérimentalement et réellement, un peu comme les lasers dont on a parlé tout à l'heure, expérimentalement, si on expose de manière continue à de la forte lumière bleue la rétine, on est capable de la détruire. Donc, prudence, sans preuve absolue qu'il y ait vraiment une nocivité au niveau auquel on est exposé. Le soleil est probablement quand même plus dangereux. Il y a un deuxième aspect, c'est que la lumière bleue crée une diffusion latérale, une diffusion de la lumière à travers des structures peu homogènes. Par exemple, un film lacrymal pathologique, comme c'est souvent le cas sur les gros travailleurs sur l'écran, va créer une diffusion de la lumière. On ne parle pas de toxicité, mais de fatigue, de mauvaise qualité visuelle. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais ça va jouer et ça explique qu'il y ait beaucoup de surfatigue et de surmorbidité, pas bien grave, mais très fonctionnellement gênante sur les écrans. Mais il y a l'autre aspect, c'est que la lumière bleue, elle est nécessaire. Alors, elle est nécessaire pour les rythmes
biologique. C'est pour ça que lire à minuit, regarder à minuit sur une tablette où il y a même des très faibles intensités, mais il y a de la lumière bleue, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour dormir. Ça a plutôt tendance effectivement à bloquer la mélatonine et donc le cycle. Et puis il y a l'aspect que Barham évoquait à très juste titre, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être exposé dans le développement, surtout chez l'enfant, à une lumière bleue. Donc en gros, être exposé, avoir une activité extérieure pour avoir une lumière bleue parce qu'elle est bénéfique. Et on voit bien que la non-exposition ou la faible exposition à la lumière extérieure est un facteur très important de myopie. Donc voilà pourquoi c'est l'occasion, chers collègues, c'est l'occasion de te proposer de proposer à nos amis qui s'occupent de ces problèmes de faire une conférence dans le cadre de la Fondation de l'Académie de chirurgie qui crée justement des rendez-vous pour parler au grand public sur les... Et je crois que c'est un sujet typiquement qui est destiné à intéresser tout le monde, parce que la fatigue devant les écrans, les lumières bleues, etc. Donc ça permettrait peut-être de faire de l'éducation du grand public. Et on peut t'inviter, on va proposer ça à Richard Villet, pour que la Fondation peut-être consacre une conférence à ce sujet pour répondre aux questions du grand public. C'est une des fonctions de l'Académie aussi, c'est d'essayer de passer des messages éducatifs au grand public et de répondre à leur anxiété, leur angoisse. Mon enfant est trop souvent devant un écran, comment je fais pour l'en empêcher, etc. Tout ça, c'est très compliqué, mais voilà, ça serait un très beau rendez-vous à organiser, mon cher Jean-Pierre. Tu montes ça avec tous les collègues, avec toi, donc ce serait formidable. Voilà, c'est une occasion peut-être maintenant de conclure cet après-midi extraordinaire, fantastique, de vous remercier tous, parce que vous avez tous apporté, vous avez fait comme une espèce de voyage au centre de l'œil, en allant de l'avant vers l'arrière, de la cornée à la rétine, tous les espaces ont été explorés, avec aussi finalement, vous avez traité finalement tous les actes de la chirurgie, aussi bien allant du diagnostic, à la réparation, au remplacement, au traitement, à l'ablation, tous les actes de la chirurgie ont été représentés, et la reconstruction. On n'a pas parlé des implants artificiels. Pourtant, ça pourrait être un des sujets pour la chirurgie de la cataracte, parce que les petites lentilles que vous mettez pour remplacer le cristallin, c'est indispensable. On n'a pas parlé de la cornée artificielle. Non, parce que je pense qu'on est resté dans le sujet du laser. On est resté dans le sujet. C'était le laser, mais en même temps, vous voyez, il y a énormément de sujets qui nous intéressent tous, parce que l'Académie de chirurgie est complètement ouverte à ces problématiques, et on aura bien d'autres occasions avec mon successeur l'année prochaine, peut-être de refaire des séances d'ophtalmo qui seront tout aussi remarquables. Merci. Alors, je voudrais également remercier tous mes amis qui sont venus en présentiel, certains de Paris, de Brest, de Lyon, de Bordeaux, et tout le monde est venu dans ces circonstances un peu difficiles de transport. Et franchement, je suis absolument ravi je suis vraiment, c'était passionnant. Tout ce qu'on a entendu était passionnant, et bravo, vraiment, merci infiniment. Et je dirais que je suis fier de l'ophtalmologie, vraiment. Avant de terminer, je tiens à remercier notre mécène, la société Carl Zeiss, qui est représentée par M. Hamar et ses collaborateurs. Donc merci beaucoup de votre soutien. Et c'est eux qui vous offrent le pot de l'amitié tout à l'heure. Merci. J'ai oublié Saint-Étienne, pardon. Il y a la société Keranova qui est là. On va en faire un ami de l'Académie de chirurgie, je pense. Merci.